Salut à toi, jeune passionné de sport. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo avec du contenu sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport que tout le monde connaît, que tout le monde aime ou déteste, dont tout le monde s'intéresse ou se désintéresse. Un sport que beaucoup pensent maîtriser mais que très peu ne maîtrisent finement. Je vous le donne en mille. Le football. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que le football? Le football est une activité d'affrontement collectif dans un espace interpénétré au sein duquel les équipes se disputent un ballon avec pour objectif d'atteindre une cible verticale gardée par un gardien. Dans le football, l'objectif est donc de marquer un but de plus que son adversaire. Qu'est-ce qu'un espace interpénétré? C'est donc un espace au sein duquel les deux équipes peuvent rentrer. C'est-à-dire que chaque équipe a son camp, mais chaque équipe adverse peut rentrer dans son camp. Pour donner l'exemple tout bête, on le voit dans tous les matchs de foot, à partir de l'engagement, les équipes peuvent aller partout sur le terrain. Alors, au sein de cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Au sein de cette vidéo, je vais vous expliquer les règles du football. C'est-à-dire, je vais m'appuyer sur les lois du jeu de la FIFA, qui sont les lois qui régissent le football. Il y a 17 lois du jeu, et au sein de ces 17 lois, tout est expliqué pour savoir qu'est-ce qui est autorisé ou non, qu'est-ce qui est réalisable ou non. Alors, dans un premier temps, ça va être les dimensions et la forme du terrain. Pour commencer, on va dire la couleur. Le terrain doit être vert. En effet, il doit être de la couleur de l'herbe, que ce soit de l'herbe naturelle ou de l'herbe artificielle, qu'on appelle aussi du synthétique. Ensuite, bien évidemment, dans certaines régions du monde, les terrains ne vont pas être en herbe parce que l'herbe ne peut pas y pousser. On va par exemple retrouver des terrains en terre battue. Les terrains vont être homologués quand même par la FIFA parce qu'effectivement, on ne va pas s'embêter à peindre. Nous ne sommes pas des artistes peintres, nous sommes des footballeurs et nous n'allons pas nous embêter à faire pousser de l'herbe là où elle ne peut pas pousser. Donc les terrains en terre battue vont de temps en temps être homologués par la FIFA selon certaines normes. Ensuite, donc, le terrain va avoir une forme particulière. Sa forme particulière, ça va être un rectangle, donc une longueur plus longue que la largeur. On retient juste rectangulaire. Pour ce qui va être des dimensions, je vais vous le montrer rapidement sur mon schéma digne des plus grands. Picasso n'a qu'à bien se tenir. Donc, la dimension pour la longueur, on va être entre 90 mètres et 120 mètres. Donc, ça va faire entre 90 et 120 dans la longueur. Pour ce qui est de la largeur, on va aller entre 45 et 90. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire 90 par 90, sinon ce n'est plus rectangle mais carré. Par contre, si ça fait 90 par 91, c'est légal. D'où, des fois, par exemple, sur des terrains amateurs, nous allons avoir l'impression que le terrain soit plus grand, soit plus petit parce que, effectivement, on peut changer les dimensions. Et même, on peut avoir l'impression que le terrain est carré parce qu'admettons, il va faire 85 par 95. Effectivement, la différence ne se voit pas énormément quand on est sur un terrain, donc ça nous donne l'impression qu'il est carré. Dans le monde professionnel, pour avoir plus d'équité et avoir moins de différence entre les différents terrains, les dimensions sont entre guillemets plus courtes. Enfin, l'échelle possible est plus courte. Donc, on ne va pas être entre 90 et 120 de longueur. On va être entre 100 mètres et 110 mètres de longueur. Pour ce qui va être de la largeur, au lieu d'être entre 45 et 90, nous allons être entre 64 et 75 mètres de largeur. Je vous expliquerai les surfaces juste après en réalisant un zoom dessus. Là, je vais vous parler du magnifique rond central qu'on voit sur mon schéma. Donc, ce rond central a un seul objectif, ça va être la mise à distance des joueurs. Il y aura un ou deux joueurs pour réaliser l'engagement dedans, et tous les autres joueurs seront à une distance minimum, qui est la distance minimum pour toutes les remises en jeu, comme on va le voir dans les différentes lois du jeu, qui vont suivre, effectivement. Cette distance-là, ça va être 9 mètres 15. Pourquoi 15? Parce que c'était une conversion entre des feet et des mètres. Pour ce qui est de la surface de coin, le petit coin qu'on voit dans mon splendide schéma, donc ça s'appelle la surface de coin et le rayon est de 1 mètre. Et cette surface de coin sert de tirer les corners dans une zone précise. Donc après avoir vu le rond central, nous allons voir les deux surfaces de réparation, ou plutôt on va en voir une pour voir les deux effectivement. Alors donc on va voir les dimensions de celle-ci.
Dans un premier temps, donc, les dimensions du but. Alors, le but, quelles sont ses dimensions? Donc, cette dimension-là, donc la longueur du but, ou plutôt la largeur, ça va être 7 mètres 32. 7 mètres 32. En hauteur, donc dans ce sens-là, on va être à 2 mètres 44. 2 mètres 44. Donc le but, 7,32 de large par 2,44 de haut. Ensuite, devant ce but, il y a une surface dite surface de but. Pour les dimensions de cette dernière, dans ce sens-là, on va être à 5,50. À 5,50. Ensuite, entre le poteau et la ligne, donc à cet endroit-là et à cet endroit-ci, on va également être à 5,50 m. Donc on va être 5,50, 7,32, puis 5,50 par 5,50. C'est donc la surface de but. Vulgairement, vous entendez souvent à la télé ou par vos proches 6 mètres. Quand le ballon sort, 6 mètres. Maintenant que vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir faire le puriste, vous la jouez de puriste et sortir ou coup de pied de but, parce qu'effectivement, le ballon sorti, on appelle ça un coup de pied de but, ou renvoi au 5,50. Et non, ne dites plus 6 mètres. Ensuite, pour ce qui va être de la surface de réparation, qui délimite deux choses, les droits du gardien pour mettre la main et la zone où les fautes vont donner penalty. Pour l'instant, on oublie l'arc de cercle. On parle seulement des lignes. Entre les lignes, c'est la surface de réparation. L'arc de cercle a une autre utilité que j'expliquerai juste après. Donc, entre le poteau et la ligne, ici et là, de chaque côté, voilà, de chaque côté, il y a 16 mètres 50. Donc, ça va faire 16,50, 7,32, puis re-16,50. Et en largeur, donc, dans ce sens-là, entre donc, de ce côté et la même chose de ce côté, on va être à 16 mètres 50. La même chose qu'ici, mais dans ce sens-là. Donc 16,50 par 16,50 plus 7,32 plus 16,50. Voilà. Donc au sein de cette surface même, il va y avoir donc le point de pénalty. Attention, donc point de pénalty pour les fautes qui ont lieu dans la surface, que ce soit des mains ou des fautes signalées par l'arbitre, classique. Donc le point de pénalty, lui, il se situe donc à équidistance déjà des deux poteaux. Et il se situe exactement à 11 mètres, donc 11 mètres, à 11 mètres du but, de la ligne de but au centre. Donc pour ce penalty-là, pour le cas où il y a des penalties, il y a un élément supplémentaire dans la surface de réparation qu'on va vous expliquer dès de suite, qui s'appelle l'arc de cercle. Pourquoi est-ce qu'on a fait un arc de cercle d'après vous? Alors l'arc de cercle, il a une utilité qui est simple et limpide, c'est la mise à distance des adversaires sur un penalty. Donc entre le point de penalty et chacun des points de l'arc de cercle, donc le rayon, ce rayon-là, il va y avoir donc 9,15 m, car dans ces 9,15 m là, ou du moins ces 9,15 m là, sont la distance réglementaire entre le tireur et ses adversaires. Donc sur les penalty, tout le monde est derrière la ligne ou l'arc de cercle, pour que tout le monde soit à minimum 9,15 m du tireur. Alors, le ballon. Donc le ballon, il va devoir lui aussi avoir des dimensions réglementaires. Donc la circonférence va devoir être entre 68 et 70 cm. Ensuite, il va avoir un poids réglementaire entre 410 et 450 grammes. Et une pression atmosphérique, donc un gonflage, entre 0,6 et 1,1 de pression atmosphérique. Au cours du match, il est possible que le ballon soit remplacé, soit parce qu'il est sorti et qu'on a échangé de ballon, comme on le voit régulièrement dans tous les matchs professionnels. Si le ballon sort loin, hop, le ramasseur de ballon donne un autre et va chercher le ballon. Et il y a une deuxième condition, il faut que si le ballon est dégonflé, il va pouvoir être remplacé. Les joueurs peuvent le demander, cependant, ils demandent, et c'est à l'arbitre d'officialiser, de diagnostiquer que le ballon est bien dégonflé et qu'ils vont le remplacer.
quand on place le ballon, généralement c'est sur une remise en jeu, donc soit on refait la remise en jeu, le coup de pied arrêté, le penalty, la touche, l'engagement, ou alors, si c'est au cours d'une action, balle à terre. Donc, les joueurs, on va avoir un nombre maximum et un nombre minimum sur le terrain. Donc, pour ce qui va être du nombre maxi, on va devoir avoir 11 joueurs maxi. Donc, on part sur 11 joueurs maximum. Mais, à contrario, on a un nombre de joueurs minimum. Pour ce qui est du minimum, on va être à 7 joueurs minimum. C'est-à-dire qu'en dessous de 7, le match ou ne se dispute pas, ou s'arrête. Pour cela, la règle est simple. On peut faire un match à 11 contre 10, 11 contre 9, 11 contre 8, 11 contre 7. Et en dessous, le match s'arrête. Le match est fini. Ou ne se dispute pas. Il peut y avoir un seul cas. Admettons que le match a commencé à 11 contre 7. Un joueur s'est fait mal. Il est en dehors du terrain le temps d'une action. Jusqu'à l'arrêt de jeu suivant, le match continue. Dès que l'arrêt de jeu se passe, soit le joueur revient sur le terrain et nous sommes à 11 contre 7 de nouveau, soit le joueur ne revient pas sur le terrain et nous arrêtons le match. Ensuite, au cours d'un match, il va y avoir des remplacements possibles. Pour les remplacements, on va avoir 5 changements maximum, le tout sur 3 sessions différentes. Alors, une session de remplacement, ça va être un moment de changement. On appelle ça une session, donc un moment où il va y avoir des changements. Pendant le match, il y a un moment où cela ne compte pas, ça va être à la mi-temps. Tous les changements qui sont faits à la mi-temps sont comptés dans les 5 changements maximum, mais ne sont pas comptés dans les 3 sessions différentes. Par exemple, à la mi-temps, le coach décide de changer 2 joueurs. Il change donc 2 joueurs. Il lui reste donc 3 changements, mais toujours en 3 sessions. Qu'il ait fait des changements ou non. Donc, sur la deuxième mi-temps, il peut faire 3 fois un changement. 2 fois, enfin une fois 1, une fois 2, ou une fois 3, peu importe. Il doit avoir le droit d'utiliser maximum ces 3 sessions. En match amical, donc pour les matchs amicaux qu'on voit régulièrement à la télé, par exemple les matchs de l'équipe de France, quand ils sont en match amical contre la Finlande, contre la Suède, contre le Monténégro, etc., il y a, au lieu de 5 maximum, ça va être 6. Dans le monde professionnel, c'est régi. 5 maxi ou 6. En match amical. Après, évidemment, dans les autres compétitions, ça va être en fonction du règlement. Donc, dans le monde amateur, jusqu'au monde semi-professionnel, c'est des changements illimités. On a un nombre de joueurs sur la feuille de match et les changements sont illimités. Forcément, avant le match, tous les joueurs vont devoir être inscrits sur une feuille de match. On réalise une feuille de match avec l'arbitre. On inscrit tous nos joueurs sur la feuille de match, nos titulaires et nos remplaçants. Et après, ceux-là peuvent donc rentrer ou sortir du terrain, puisqu'ils sont inscrits sur la feuille de match. Tout joueur non inscrit sur la feuille de match ne peut aller sur le banc des remplaçants et ne peut donc aller sur le terrain. Avant chacun des remplacements, on prévient l'arbitre et la sortie se passe au niveau de la ligne médiane pendant un arrêt de jeu. Et le joueur qui sort, ou du moins l'entrant, va être à la ligne médiane à l'arrêt de jeu et le joueur qui sort va sortir par le point du terrain le plus près de lui. Donc s'il est au côté opposé du terrain, il va sortir côté opposé. Sinon, il revient et ressort au même endroit où son partenaire se retrouve. La petite tape dans la main et ça repart. Au cours du match, lors d'un arrêt de jeu et en prévenant l'arbitre, on peut intervertir entre un joueur et un gardien. Maintenant, pour ce qui va être une exclusion, si l'exclusion a lieu avant la réalisation de la feuille de match, le joueur ne peut être inscrit sur celle-ci et passera donc quand même forcément en commission de discipline pour savoir ce que son exclusion donne. Donc un match, 2 matchs, 3 matchs, etc. Si un joueur est exclu avant le coup d'envoi mais qu'il est annoncé titulaire, eh bien, il est remplacé et il reste sur la feuille de match et il sera noté exclu par l'arbitre dans son rapport à la fin. Et si le joueur est exclu après le coup d'envoi, il ne peut plus être remplacé. Ensuite, dans le cas d'une personne supplémentaire qui rentre sur le terrain, le jeu est interrompu. Si cette dernière fait partie d'un staff, est un membre officiel ou si c'est un joueur remplaçant, le jeu est interrompu, mesure disciplinaire contre cet individu, puis on reprend par un coup franc direct ou un pénalty en fonction d'où était le ballon. Ensuite, si cette personne qui est entrée sur le terrain est un agent extérieur et donc n'est pas inscrit sur la feuille de match, le jeu est interrompu, on sort la personne du terrain et on reprend par une balle à terre. Si c'est un joueur qui rentre sur le terrain sans autorisation de l'arbitre, donc plusieurs cas sont possibles.
soit c'est un joueur qui a été blessé, est sorti pour prendre des soins, revient sur le terrain sans la permission de l'arbitre, un remplaçant qui rentre sur le terrain. Donc le jeu va être interrompu, avertissement pour le joueur, et on reprend soit par un coup franc direct ou penalty si le joueur a une intervention directe sur le ballon, donc une interférence avec le ballon. Et s'il n'a pas eu d'interférence avec le ballon, on reprend par un coup franc indirect où se situait le ballon. Prenons maintenant le cas d'un but avec une personne supplémentaire sur le terrain. Si cette dernière est un agent extérieur et qu'il n'interfère pas avec l'action de jeu, le but va être validé. Maintenant, si c'est un membre du staff ou un joueur remplaçant de l'équipe marquante qui rentre sur le terrain, le but va être refusé et on va réaliser un coup franc direct au lieu où la personne est rentrée sur le terrain. Admettons que je suis le coach, mon équipe va marquer, juste avant que mon équipe marque, je rentre sur le terrain, coup franc direct à l'endroit où je suis rentré, donc généralement devant ma zone technique. Ensuite, si le membre qui rentre sur le terrain fait partie de l'équipe qui encaisse le but et qu'il n'interfère pas avec l'action, but validé. Et si l'arbitre se rend compte qu'il y avait une personne supplémentaire après que la remise en jeu, donc le coup d'envoi ait été réalisé, le but reste validé. Vous l'avez tous vu sur le terrain, il y a un joueur particulier qui porte un brassard, qu'on appelle donc le brassard du capitanat. Ce joueur-là va être appelé le capitaine et il va être considéré responsable du comportement de son équipe. Pour ce qui est de l'équipement des joueurs, ils vont devoir dans un premier temps ne rien porter de dangereux. Pas de bague, pas de bracelet, pas de collier, pas de montre, pas de couteau. Ensuite, ils vont devoir avoir un équipement de base. Donc l'équipement de base, ça va être un maillot avec des manches courtes ou longues, un short, des chaussettes, protège tibia et crampons. C'est le minimum. Ensuite, ils ont le droit de porter des gants si jamais il fait froid, des sous-maillots, mais ces derniers doivent être de la même couleur que le maillot. Le gardien a lui aussi le droit à ses gants. Les équipes doivent être toutes les deux de couleurs distinctes, mais les couleurs doivent être distinctes entre les équipes, l'arbitre et le gardien. Donc on va avoir, admettons, une équipe verte, une équipe bleue, l'arbitre en noir, le gardien en jaune et l'autre gardien en rouge. Les joueurs vont avoir le droit à toutes les protections qui sont considérées non dangereuses. Donc on va avoir le droit à un casque, avec l'exemple du joueur iconique Petr Cech. On va avoir le droit à un masque, avec l'exemple aujourd'hui d'Osimhen, qui porte un masque depuis sa blessure à la tête. On va avoir le droit aux genouillères, on va avoir le droit aux coudières, on va avoir le droit aux casquettes uniquement pour le gardien, et on va avoir le droit aux lunettes de sport, qu'on voit très rarement dans le monde professionnel, effectivement. Ensuite, les joueurs vont avoir le droit de porter un couvre-chef, donc pas une casquette, et il doit être de couleur noire ou dominante, et en adéquation avec l'équipement professionnel. Donc effectivement, pas une casquette. Parce que pour faire des têtes, soit ça va nous gêner à nous, soit on va pouvoir faire mal à l'adversaire avec la casquette. Donc dans l'équipement des joueurs, il est possible d'avoir des systèmes électroniques de performance. Donc on va appeler ça, plus communément, on appelle ça des GPS, des systèmes GPS, qui permettent de mesurer donc la vitesse de course, le nombre de kilomètres parcourus, la force de frappe par moment, enfin des éléments qui vont être annoncés comme systèmes électroniques de performance sont autorisés sur les joueurs, sous réglementation de la FIFA. Pour ce qui est des staffs, les systèmes électroniques de communication sont autorisés entre eux selon les règles de la FIFA. Par contre, ils sont interdits pour les joueurs. Donc pas d'oreillettes, pas de micro qui parle dans le dos d'un joueur, etc. Dans un deuxième temps, tout ce qui est message politique, religieux ou personnel est interdit sur un terrain. Ensuite, pour toute infraction à cela, l'arbitre va demander au joueur de quitter le terrain, corriger sa tenue, puis vérifier l'équipement avant de le voir revenir sur le terrain. Donc, admettons, le joueur perd une chaussure, l'action se finit, l'arbitre va le voir et lui demande de remettre sa chaussure pour qu'on reprenne le jeu. N'oubliez pas, le football étant un sport, c'est un jeu. Amusez-vous!